bienvenue dans la grande édition. La date anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, le Mawlud a été célébré hier soir partout au Mali. Ici à Bamako, les festivités ont été marquées par des prières et des bénédictions pour le retour d'une paix durable au Mali. Les prédicateurs, par la voix du président du Haut Conseil islamique, ont appelé les Maliens à soutenir la transition pour transcender ces moments difficiles. Quant au ministre en charge des Affaires religieuses, il a salué la résilience du peuple malien et transmis les salutations fraternelles du président de la transition à la communauté musulmane. Le compte-rendu de Boubacar Kanouté et Toumani Diabaté. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les places publiques, les mosquées, pour célébrer la fête de Mawlud, un événement qui commémore la naissance du prophète Mohammed, le sceau des prophètes. Issu de la famille Qurayshite, Mohammed, pendant toute sa prophétie, a prêché pour un monde juste, équitable et sans violence. Cette cérémonie religieuse est introduite au Mali depuis des siècles. La ville mystérieuse de Tombouctou et sa sœur jumelle Guinée sont des exemples en matière de la célébration du Mawlud. Une occasion privilégiée pour les érudits de prier pour un Mali pacifié où il fait bon vivre. De la barakat, car Allah même a donné la grandeur. C'est lui qui a accordé la grandeur, l'honneur au prophète Mohammed, et il s'allait sur lui, en les rehaussant sur tous les autres prophètes. En disant aussi, dans un autre verset, Warafa Anna Lagazikrak, et exalté pour toi ta renommée. Donc le prophète, c'est lui, c'est le sceau des prophètes. C'est une nuit de bénédiction où Allah exauce toutes les bénédictions. Donc moi je lance un appel à tous ceux qui célèbrent le Mawlud, que ce soit dans les mosquées ou dans les grandes places, que ce soit au stade. Donc tout le monde songe à notre chère patrie qui est le Mali. Cette nuit est une nuit très très importante car c'est la date de l'anniversaire de celui à cause de qui même Dieu a créé toute créature. Il s'agit du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de cette nuit bénie, nous avons dédié cette nuit pour la prière et la bénédiction, pour la stabilité et l'entente entre les filles et les fils du Mali. Célébrer le Mawlud relève de la reconnaissance envers le prophète Mohammed, selon le guide des Ansardines, qui place la cérémonie dans son contexte, celui de créer la communion entre les fidèles musulmans. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est une chance pour l'humanité tout entière. Il est né un lundi à la Mecque. Célébrer Mohammed est un devoir pour tous les fidèles musulmans. Nous prions pour notre pays. Le ministre des Affaires religieuses, partout où il a passé, a prôné la tolérance, l'entraide qui caractérise ce peuple mosaïque, qui est aujourd'hui dans un tournant décisif de son histoire. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, on est là ce soir pour commémorer la naissance de notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour toujours donner la solidarité d'antan entre la population malienne. Ce n'est pas seulement la commémoration des Mawlud qui est en jeu, mais c'est que ça donne comme l'entraide, la symbiose, la solidarité entre toutes les filles et tous les fils de notre pays. Aujourd'hui, je suis un ministre très complet de joie de voir que Cheikh Chérif Ousmane Mamdani Haïdara invite dans son Mawlud toute la population malienne, même ceux qui ne sont pas dans notre religion musulmane. C'est là de notre de vivre ensemble, c'est là de notre vraiment que la population malienne est toujours en phase et en face les uns avec les autres. Aujourd'hui, le Mali est la plaque tournante de la célébration du Mawlud en Afrique, au sud du Sahara, un concept tiré du courant malikite dont le credo est la tolérance. Dans le cadre des festivités du Mawlud 2023, le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité a organisé une journée de lecture de Coran et de prière pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. La cérémonie a regroupé plusieurs personnalités politiques et des représentants de la société civile des régions du Nord et du Centre. Souleymane Sidibé. La prière et le sacrifice sont des armes les plus efficaces
pour la conquête de la paix et de la stabilité. Et c'est ce qu'a compris le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et de la stabilité. Ils étaient là ce jeudi au mémorial Modibo Keïta pour une journée de prière et de sacrifices pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. Les initiateurs ont choisi ce jour du Maouloud, un jour sacré pour la religion musulmane. Tout ce qui se passe dans ce pays du mois d'août aujourd'hui, il y a eu trop de morts, il y a trop d'orphelins, trop de pertes en vies humaines sur le plan économique. Et c'est d'encourager nos forces armées, c'est d'encourager la transition, qui sont en train de tout faire pour amener la paix. Tout le monde l'a constaté que de 2021 à aujourd'hui, ça a commencé à aller jusqu'en juillet, on a commencé à constater que les ennemis de ce pays, les ennemis de la paix, les ennemis qui ne veulent plus voir ce Mali, sont en train de harceler la population, tuer nos militaires. Donc on dit qu'il faut se lever et tendre la main à qui? Tendre la main au Créateur. Les invités de cette journée de prière saluent l'initiative et invitent tous les Maliens à prier pour le Mali. C'est une très bonne initiative. Les initiateurs sont à saluer. Une prière pour le Mali aujourd'hui s'impose. Et un appel à la cohésion et un appel au vivre ensemble aujourd'hui est la chose la plus courtisée. Au dire de son président, le forum va continuer à appuyer les efforts que les autorités de la transition déploient chaque jour en faveur de la paix et de la stabilité au Mali. Comme annoncé, le Mawloud a été célébré partout au Mali. À Nioro du Sahel, les fidèles musulmans ont prié pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble, nous dit Moussa Diakité. Le Mawloud, anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a été célébré dans toutes les localités de la région de Nioro. Le calife Amadou Adital a organisé devant la Zawiya Tal une soirée de prêche qui a regroupé plusieurs dizaines de fidèles musulmans venus de tous les coins de la région. Au menu, des prières pour la paix au Mali et des prêches avec des thématiques porteuses comme la paix, la cohésion sociale, la réconciliation et le vivre ensemble. La naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est plus qu'une joie. Ces jours, ce mois, cette année sont tous des moments de joie, de tolérance, de cohésion et d'entraide pour les musulmans. Je salue les autorités régionales pour leur soutien constant et invite tous mes frères musulmans à la cohésion et au vivre ensemble. La soirée était présidée par le gouverneur de la région. Cette fête des Mawloud, c'est une fête qui vient après la semaine de réconciliation, deuxième édition, après aussi notre fête d'indépendance. C'est le moment de remercier le grand calife Tcherno Ahmadou Hadital pour avoir organisé cette édition de la fête des Mawloud à Nioro et qui a été une tribune pour lui et pour tous les fidèles pour s'exprimer et renouveler leur engagement pour défendre le Mali et sa souveraineté et son indépendance. Et vive le Mali, un et indivisible, souverain et indépendant. À quelques encablures de là, la communauté ansardine avait pris d'assaut la place publique pour célébrer la naissance du prophète. Là également, la paix et la réconciliation étaient les maîtres mots. Autre sujet, les membres du bureau de l'Association malienne des femmes, juges et magistrats ont rencontré le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Une rencontre au cours de laquelle ils ont partagé leur vision avec le chef du département. Le point de cette rencontre avec Bemba Sibi avec la voix de Bokari Koulibaly. Créée en 2022, l'Association malienne des femmes juges et magistrats qui œuvre pour la promotion des femmes dans cette profession et l'égalité des chances a réservé sa première action au département de la justice et des droits de l'homme. Occasion de partager avec le chef du département la vision de l'organisation. Nous voulons faire le plaidoyer, le lobbying pour la prise en compte des femmes dans les politiques, programmes et projets de développement ainsi que les réformes législatives. Je tiens à vous souligner que notre association dispose d'un plan d'action triennal pour la mise en œuvre de ces activités. Monsieur le ministre, la MAFEJ a besoin de vos conseils, de vos encouragements et de votre accompagnement pour la mise en œuvre de nos plans d'action.
Des conseils et appuis qui ne feront pas défaut, a rassuré le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le ministère de la Justice est actuellement lancé dans un vaste chantier de réformes, j'allais dire de refondation même de la justice, à travers beaucoup d'actions que nous sommes en train de mener. Et vous pouvez constater aisément que les autorités de la transition ont placé la justice au cœur du changement, qui est tant attendu par tous nos concitoyens. La transition marche sur 2 pieds, la sécurité et la justice. Nous comptons sur vous pour nous aider dans ces combats et vous pouvez compter sur notre accompagnement, sur notre disponibilité. Et d'ores et déjà, je donne instruction à ce que le ministère de la Justice vous apporte une contribution. Une contribution qui va aider la jeune association de bien démarrer ses activités pour la défense de la cause des femmes dans le monde des magistrats. Les travaux de la rencontre trimestrielle du cadre interministériel de lutte contre le travail des enfants s'est tenu hier à Bamako, organisé par l'ONG internationale Save the Children et ses partenaires. L'atelier vise à informer et sensibiliser les acteurs sur les avancées en matière de lutte contre le travail des enfants. Reportage Sokuna Kamisoko. Le Mali a signé et ratifié plusieurs conventions internationales relatives à la protection de l'enfant. Malgré ses engagements, cette couche de la population continue de subir des violences de tout genre. C'est pour mettre fin à la pratique du travail des enfants que les acteurs du projet Travail pas affaires d'enfants, TPAE, se retrouvent périodiquement pour informer et sensibiliser les acteurs sur les avancées en matière de lutte contre le travail des enfants. Le programme TPAE, qui veut dire Travail pas affaires d'enfants, c'est un programme financé en 2019. Pour 5 ans. En juin 2024, le programme doit prendre fin. Le programme peut prendre fin, mais ça ne veut pas dire que la lutte pour la cause des enfants prendra fin. Donc, c'est-à-dire que combien nous sachons compter sur vous. Conscient du phénomène du travail des enfants, ainsi que les défis qui s'imposent, l'ONG Save the Children et ses partenaires, soucieux d'apporter leur concours, ont opté pour un appel non sollicité du ministre néerlandais des Affaires étrangères en faveur des enfants au Mali. Les résultats de l'atelier doivent permettre de renforcer les actions de plaidoyer en faveur de l'application effective des mesures de protection des enfants. Le Mali, dont la moitié de la population est âgée de moins de 15 ans, affiche clairement les droits de l'enfant comme une priorité politique. Les acteurs de la protection des enfants à tous les niveaux doivent initier des actions concertées afin d'accompagner le gouvernement à mieux respecter et à faire respecter les droits de l'enfant conformément à ses engagements internationaux. Le projet Travail pas affaires d'enfants TPAE intervient dans 6 pays dont le Mali. C'est les régions de Sigasso et de Ségou qui sont concernées par le projet. Tenue à Caille de la concertation des acteurs de l'éducation, elle est initiée par le gouverneur des régions, colonel-major Moussa Soumaré, en vue d'échanger autour des dispositions à prendre pour une année scolaire réussie. Balkissa Saadibou, Chérif Aïdara. À une semaine de la rentrée des classes, le chef de l'exécutif régional, comme à son habitude, a tenu à rencontrer les acteurs et partenaires de l'éducation de Caille. D'entrée de jeu, le directeur de l'académie d'enseignement de Caille a d'abord dressé le bilan de l'année écoulée. Les cours se sont déroulés normalement et les programmes d'enseignement à tous les niveaux ont été exécutés à hauteur de souhait. Les résultats obtenus aux différents examens ne sont pas fameux et nous interpellent tous autant que nous sommes quant à notre rôle dans la bonne marche de notre école. Pour la réussite de la nouvelle année, quelques défis sont à relever. Il s'agit entre autres de l'insuffisance notoire du personnel enseignant à tous les niveaux, de l'insuffisance d'infrastructures, de mobilier scolaire et de manuels scolaires. Le cas des locaux du Cap d'Amidédi est très inquiétant et constitue un risque énorme pour le personnel. Toutes les préoccupations qui ont été soulevées ici sont vraiment légitimes. L'objectif est que nous puissions avoir une école malienne performante, que les élèves puissent acquérir les connaissances nécessaires pour l'avenir de ces pays. Parce que les conditions de travail aussi déterminent parfois le résultat. Donc notre souhait est que les enseignants puissent travailler dans les meilleures conditions, que les élèves aussi
puissent apprendre dans de très bonnes conditions, afin que nous ayons des futurs cadres à hauteur de souhait. Et le gouverneur de rassurer que les différentes doléances seront traduites en recommandations et soumises à qui de droit en vue d'une résolution rapide des problèmes pour une année scolaire réussie dans la région de Kayes. Ici, à Bamako, point de presse sur les questions qui dominent l'actualité en ce moment. Il s'agit du retrait de la carte biométrique, de la révision des listes électorales et du report des élections récemment annoncées par les autorités de la transition. L'initiative est de l'Alliance Mali-Tanié-Amata, compte rendu Boubacar Bablé-Touré. Trois grandes questions étaient au centre de ce point de presse de l'Alliance Mali-Tanié-Amata. D'abord, le report des élections. Un avis partagé par l'Alliance après une analyse approfondie des argumentaires avancés par les autorités de la transition. Nous soutenons et partageons la décision des autorités de la transition en ce qui concerne le léger report des élections présidentielles. En outre, nous réitérons notre soutien indéfectible à la transition et assurons les hautes autorités de notre appui et notre adhésion totale et sans réserve aux objectifs de la transition. Comme deuxième point évoqué, la question de la révision des listes électorales qui débute le 1er octobre prochain. Une opération qui consiste à faire les nouvelles inscriptions, les radiations et les transferts. Cette disposition a pour avantage d'organiser des élections libres et transparentes à travers la participation de tous les citoyens aux différents échanges électoraux. Le gouvernement de la transition a décidé de mettre à la disposition des citoyens un site web afin de faciliter cette opération de révision. Troisième et dernière question discutée au cours de ce point de presse, l'opération de retrait de la carte biométrique en cours. Vu le faible taux de retrait de ce précieux sésame, l'Alliance invite la population au retrait de leur carte. Un point de presse mis à profit par les membres de l'Alliance pour visiter les 2 centres de retrait de Kati. À la mairie de Kati, par exemple, sur 52 000 cartes disponibles, seulement plus de 2 000 ont été retirées. Des chiffres qui en disent long sur la timidité dans le processus de retrait. Suite au communiqué du gouvernement relatif au léger report de l'élection présidentielle, des communiqués nous sont parvenus pour saluer cette décision des autorités de la transition. Il s'agit de la plateforme mondiale des acteurs du changement, le collectif pour une transition de 5 ans ou plus et l'Union patriotique du Mali. Aussi, suite au communiqué numéro 60 du gouvernement de la transition annonçant un léger report des dates de l'élection présidentielle de février 2024 pour des raisons techniques, Yereolo Debout sur les remparts juge cette décision souveraine, courageuse et mûrement réfléchie. Yereolo partage entièrement l'initiative d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition que connaît notre pays depuis le 18 août 2020. Yereolo Debout soutient et apprécie les multiples efforts consentis par les autorités de la transition en vue d'un retour rapide à un ordre constitutionnel crédible, apaisé et sécurisé, tout en rappelant l'adoption du plan partiel 2022-2024 du cadre stratégique de la refondation qui a posé les bases réelles et irréversibles des réformes prioritaires. Toutefois, Yereolo déplore la volonté manifeste d'une société française aux visées impérialistes à prendre en otage la base des données du recensement administratif à vocation d'état civil afin de jeter l'anathème sur les autorités. Enfin, Yereolo Debout appelle les forces vives à l'union sacrée en faisant confiance aux autorités pour les élections crédibles et apaisées avec une large participation. Célébration de la 10e journée des Instituts Confucius, une journée couplée aux festivités du 5e anniversaire de l'Institut Confucius du Mali. L'événement a été mis à profit mis à profit pour remettre le parchemin des étudiants de la promotion 2021-2022 de l'Institut et également octroyer des bourses à 50 bénéficiaires par l'ambassade de Chine. Reportage Bokari Koulibaly.
Ces prestations folkloriques annoncent la couleur de la célébration de la 10e journée de l'Institut Confucius, un établissement universitaire dédié à la promotion des valeurs culturelles et linguistiques chinoises à travers le monde. Ouvert au Mali en 2018 au sein de l'Université des Lettres et Sciences Humaines, l'Institut Confucius est le fruit d'un partenariat fécond entre le Mali et la République populaire de Chine. Le présent cadre entend également magnifier les 5 ans de l'établissement au Mali. De 2018 à 2023, l'Institut Confucius a formé 43 titulaires de licence langue chinoise, dont 85% travaillent dans les entreprises chinoises au Mali. 25% de ces diplômés ont obtenu une bourse pour poursuivre les études en Chine. Plus qu'un joyau architectural, cette infrastructure va nous rendre plus efficaces dans notre mission de formation et de recherche. Ces joyaux architecturaux entièrement financés par la République populaire de Chine témoignent à suffisance des liens de coopération séculaire entre les deux pays, à en croire l'ambassadeur de Chine au Mali. Je suis convaincu qu'avec les efforts conjoints des enseignants chinois et maliens, ainsi qu'avec la coopération de toutes les parties, l'Institut et la classe Confucius continueront de former des jeunes talents exceptionnels au service de l'État malien et de l'amitié et la coopération sino-malienne. La célébration des 5 ans de l'Institut Confucius de l'ULSHB a été couplée à la remise des diplômes à la promotion 2021-2022 de l'Institut. Occasion pour l'ambassadeur de respecter une de ses traditions, celle d'octroyer des bourses aux 25 élèves des lycées et 25 étudiants qui se sont démarqués des autres au cours de l'année scolaire. Un appui financier qui vise à les encourager davantage. 3089 personnes déplacées sont sur les 6 sites de la capitale. L'information a été donnée lors de la première session 2023 du comité de pilotage des personnes déplacées internes sur les sites PDIS. Au cours de la rencontre, les administrateurs ont réfléchi à la problématique de la prise en charge des personnes déplacées internes à Bamako, Inaba. Cette première session 2023 du comité de pilotage des personnes déplacées internes sur les sites permet de passer en revue la situation des personnes déplacées à la date du premier semestre 2023. Les échanges vont porter sur les besoins, mais aussi les attentes pour amenuiser la souffrance de ces couches vulnérables. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir quelles sont les préoccupations de ces personnes, quels ont été les apports des partenaires qui accompagnent ces personnes et ensemble retracer les difficultés que ces personnes rencontrent pour le semestre prochain. Ces déplacés ont rallié la capitale suite à la crise politico-sécuritaire de 2012 et sont installés dans 6 sites dans le district de Bamako. Ils sont pris en charge par le gouvernement et ses partenaires. La situation de ces personnes qui sont à la date du 30 juin 2023 à 832 ménages, 416 hommes et 808 femmes, totalisant 1224, et parmi lesquels nous avons 816 garçons et 1049 filles. À la date d'aujourd'hui, 3089 déplacés sont sur les 6 sites dans le district de Bamako. Les femmes ont été formées en coiffure, couture et des activités génératrices de revenus. Les responsables du projet Momentum pour la résilience sanitaire intégrée ont tenu à Bamako la revue annuelle du dit projet. Au cours des travaux, l'examen du bilan des activités de 2023 et les orientations pour la planification programmatique de 2024. Reportage Sorona Kamisoko. Au cours de ces 3 dernières années, le projet Momentum pour la résilience sanitaire intégrée MIR revendique des résultats jugés encourageants. C'est là en matière de renforcement de capacité des agents de santé et des communautés locales. L'objectif est de répondre aux urgences sanitaires. Le projet Momentum pour la résilience sanitaire intégrée, cette année, c'est beaucoup plus focalisé sur l'accès et l'utilisation des services de santé, de la planification familiale, de la santé maternelle, néonatale et infantile, la vaccination et la nutrition,
aussi l'accès aux médicaments essentiels, mais aussi la gestion des urgences sanitaires. Nous travaillons aussi pour améliorer cette gouvernance locale. Pour une durée de 5 ans, le projet MIR est entièrement financé par l'USAID. Dans le contexte du Nord, l'approche de MIHR se veut collaborative avec l'ensemble des parties prenantes pour améliorer l'utilisation et l'offre de services et soins au niveau communautaire. Je vous invite à renforcer cette collaboration pour plus de synergie dans les actions. C'est l'occasion pour moi de renouveler l'engagement de l'USAID à appuyer tous les efforts du gouvernement et les partenaires locaux pour répondre aux besoins des populations en santé de façon générale et particulièrement celles des couches vulnérables qui sont les femmes et les enfants. Vous pouvez compter sur l'engagement constant du département dans la mise en œuvre des interventions du projet dans les régions de Gao et Tombouctou. J'invite alors tous les acteurs à renforcer la collaboration et le partenariat en faveur du renforcement du système de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Le projet Momentum pour la résilience sanitaire intégrée MIR couvre les régions de Gao et de Tombouctou. Agriculture. Produire 1 million de tonnes de pommes de terre d'ici 2025, c'est l'ambition des acteurs de la filière au Mali. Pour atteindre l'objectif, la maîtrise de certaines stratégies de développement, de promotion de la filière s'avère nécessaire. Un atelier d'échange et de partage d'expériences est donc l'occasion pour les acteurs du secteur d'acquérir de nouvelles compétences. Reportage Mamadou Fane. La filière pomme de terre est l'une des filières stratégiques de notre secteur agricole. Elle contribue beaucoup à l'atteinte de la sécurité alimentaire, d'où cet atelier d'échange et de partage d'expériences pour la préparation du cluster Impact Pomme de terre au Mali, un atelier initié par les réseaux Agri-Vision Sahel. L'objectif recherché est d'accompagner la filière pomme de terre dans l'exécution de sa stratégie nationale. Où dans cette stratégie, nous avons une vision à l'horizon 2026 de produire 1 million de tonnes de pommes de terre de consommation et 2000 tonnes de semences locales made in Mali. Nous avons des zones vraiment propices à la culture de cette semence-là. Il s'agit pour les participants à cette rencontre d'échanger avec les experts du domaine pour améliorer la production de la pomme de terre au Mali avec le soutien des Pays-Bas. C'est de faire en sorte qu'on s'approprie l'expertise nationale à travers les échanges d'expériences entre les acteurs néerlandais et les acteurs maliens pour faire en sorte que tous les maillons de la chaîne pomme de terre soient maîtrisés, du champ à la fourchette. L'occasion est bonne pour saluer l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers dans le cadre du développement de l'agriculture malienne en général et de la filière pomme de terre en particulier. Cette rencontre, j'en suis convaincu, va déboucher sur de pertinentes observations de nature à rehausser la qualité organisationnelle et fonctionnelle de la filière pomme de terre au Mali. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs pour assurer un développement de la stratégie nationale de la filière pomme de terre. L'Office national de la santé et de la reproduction, en collaboration avec l'UNFPA, organise un atelier. Il concerne l'évaluation de l'état de préparation du dispositif minimum d'urgence pour les services de soins et santé sexuelle et reproductive au Mali. La rencontre vise à faire un état des lieux du projet, dispositif en tout cas, surtout d'alimenter l'écriture des nouveaux plans. Mariam Koulibaly. Intervenant dans les situations de crise humanitaire, le dispositif minimum d'urgence vise à prévenir la morbidité et la mortalité liées à la santé. Il couvre les services de santé sexuelle et reproductive les plus importants. Au Mali, chaque 3 heures, une femme meurt. Chaque 4 minutes, un enfant meurt. Un taux de prévalence contraceptive de 16%. Voilà le tableau peint par rapport effectivement aux indicateurs de santé sexuelle et reproductive, surtout dans notre contexte actuel, le contexte humanitaire dont il s'agit, ce qui veut dire que une femme qui porte un enfant au dos, nous devons tout faire pour sauver cette femme d'une grossesse non désirée.
Il s'agira à travers cette rencontre d'évaluer l'état de préparation de la mise en œuvre du dispositif minimum d'urgence au Mali et surtout d'alimenter l'écriture d'un nouveau plan. Nous sommes aujourd'hui ici pour l'évaluation de la préparation du système de santé pour les dispositifs minimum d'urgence. Donc on considère une priorité cette initiative pour pouvoir améliorer les conditions des femmes et des filles dans les pays, surtout ceux qui sont dans les situations de crise humanitaire, dans les régions les plus affectées par les conflits. La rencontre de 3 jours regroupe les représentants du gouvernement, du système des Nations Unies, les ONG ainsi que les organisations de la société civile. La réduction des tensions liées à la gestion des terres au Mali. La question est au centre d'une conférence débat initiée par l'ONG Alerte et ses partenaires à Ségou. Différents panélistes ont expliqué l'importance de la bonne gestion ainsi que l'accès équitable des ressources naturelles en faveur de la paix. Une façon pour Alerte de célébrer la Journée mondiale de la paix. Le point avec Honoré Tienou. Favoriser la réduction des tensions entre les communautés dans la région de Ségou grâce à une gestion appropriée et un accès équitable aux ressources naturelles, c'est le thème de la présente conférence débat initiée par l'ONG internationale Alerte et ses partenaires pour célébrer la Journée mondiale de la paix. Il s'agit de partager avec la société civile, les autorités et ONG, les bonnes pratiques et les défis sur la mise en œuvre des projets et programmes autour de la paix. Chez International Alerte, nous réaffirmons notre engagement inébranlable à accompagner les autorités et les communautés dans leur initiative pour la paix. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec vous tous pour renforcer la cohésion sociale, favoriser une gestion durable et équitable des ressources naturelles et contribuer à la construction d'un avenir pacifique dans la région de Ségou. Les panélistes ont tour à tour expliqué la manière dont la bonne gestion et l'accès équitable aux ressources naturelles peuvent contribuer à la réduction des tensions entre les communautés. Nous devons autant que possible privilégier la médiation, la négociation et la conciliation avant d'en venir souvent aux mains ou bien à d'autres actes que souvent nous posons sous l'effet de la colère, qui nous pousse peut-être à agresser l'autre en pensant que l'endroit nous appartient ou bien on ne devait pas exploiter telle ressource. En marge de cette conférence, l'ONG Alerte et ses partenaires ont procédé à une séance de plantation d'arbres dans la forêt classée de Faïra, dans la commune rurale de Pelingana. Je l'annonçais dans le sommaire, la gestion des ordures dans la ville de San se pose avec acuité malgré les efforts des autorités communales et des services de l'assainissement. Des dépôts anarchiques poussent partout dans les rues. Face à la situation, une batterie d'actions est en cours pour assainir le cadre de vie des Sanois. Les forces vives ont largement débattu du problème pendant la conférence débat initiée dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation au Artiemsan Dissakone Seydou Kamena. La commune urbaine de San, chef-lieu des régions, compte 11 quartiers et 10 villages. Au dernier recensement général des populations et de l'habitat, la population de la commune est estimée à plus de 100 000 habitants contre 84 451 en 2016. Ce taux est revu aujourd'hui à la hausse avec la présence de 25 directions régionales, de nombreuses forces de défense et de sécurité, ainsi qu'un nombre important de déplacés. Ce qui explique une augmentation sans précédent des ordures ménagères dont leur gestion devient de plus en plus problématique. Nous regardons le système de gestion des déchets et l'assainissement de façon générale dans la ville de San. Vraiment, le système de gestion n'est pas reluisant. Alors, si vous regardez autour de la ville, vous avez alors comme constat la prolifération des déchets anarchiques et des eaux usées qui chuintent par-ci par-là. Donc pour mettre fin à ça, nous avons quand même avec l'ensemble des acteurs initié des rencontres périodiques pour ensemble réfléchir aux stratégies pouvant quand même gérer ces déchets de façon générale. Ainsi, une synergie d'action a vu le jour entre la mairie et la direction régionale en charge de l'assainissement. Des descentes périodiques sur le terrain sont organisées. On est actuellement sur la rue de l'INPS. Donc, comme ici, vous voyez bien, on est sur une grande voie. Donc, derrière l'INPS, tout près d'ici, donc c'était avant un dépôt de transit. Mais avec l'agrandissement de la ville, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de déverser les ordures. Mais pour ce que les gens n'ont plus là où déposer les ordures, et vous voyez, c'est cette rue-là qui est la principale voie de déversoir des ordures.
Malgré ces efforts abattus, des ordures jonchent les rues de San, rendant du coup certaines impraticables. Autre constat amer, sur 10 GIE recensés à la mairie, seuls 3 sont opérationnels avec des moyens très limités. Nous disposons d'une moto-taxi. Les gens payent 2000 francs par mois. Nous avons à peu près plus de 400 familles qui sont abonnées. Avec une seule moto, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés parce que la seule moto ne parvient plus à assurer vraiment la demande des clients. Le dépôt a été construit uniquement pour verser les ordures. Mais c'est trouvé que ceux qui amènent les ordures, au lieu de rentrer avec ça à l'intérieur, ils mettent ça tout juste devant le dépôt. De l'autre côté maintenant, nous avons ramassé toutes les ordures et nous avons mis du grillage pour que les gens ne viennent pas déverser toujours les ordures toujours auprès du cimetière. Selon un document datant de 2007, la ville de San doit avoir 7 dépôts, mais en 2023, la ville ne compte que 3, dont une carrière à l'abandon. La disposition que nous avons prise, c'est de déverser les ordures aux alentours, tout autour de ces trous-là, pour qu'au moins à la période sèche, qu'on puisse les renverser au niveau des trous. Et après, maintenant mettre de la terre là-dessus, petit à petit, donc je crois qu'on va y arriver. L'insuffisance des GIE, des dépôts d'ordures et les moyens limités de la mairie poussent plusieurs habitants à se débarrasser de leurs ordures, que cela n'en déplaise. Avec mes voisins, qui ne tardent en aucun moment à venir déposer leurs ordures devant ma porte. Sommé, ils me demandent même le propriétaire est impliqué dedans. Les intéressés ont été convoqués et ont même déjà payé une amende de 5 000 francs. Même après ces avertissements, ces amendes, ils continuent encore à déverser des ordures devant ma porte comme celle-ci. Comment éviter ce genre de récidive susceptible de mésentente? La problématique de l'assainissement a été le point d'ordre de la conférence débat organisée dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation. Parce qu'il va de l'image de la ville. Comme solution que moi je préconise, d'abord il faut procéder à une large sensibilisation de la population, qu'on comprenne que le statut de San a changé. L'une des solutions qu'on a proposées cette année ici et qui peut être faite sans grand moyen, c'est de mettre un peu l'accent sur l'assainissement de la ville. Et ça pourra permettre à nos enfants de vivre aisément sans palu ni rien et permettre aussi aux chefs de famille de ne pas tout le temps mettre la main dans la poche pour aller acheter des médicaments. Pourtant, une question taraude les esprits. La population fidèle à ces vieilles pratiques adhérera-t-elle à ce changement de paradigme? La population va adhérer parce qu'on est en train de la sensibiliser sur les différentes radios de proximité. Alors nous avons aussi comme obligation de mettre en place une brigade d'assainissement et de contrôle des pollutions et des nuisances. Il va falloir que la population change de comportement. L'histoire nous en dira plus. En tout cas, vouloir ses pouvoirs nous a enseigné Jean-Paul Sartre. Dans le même ordre d'idées, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a récemment lancé une initiative cruciale à Bamako. Sous la direction du secrétaire général du ministère, les activités d'assainissement ont été lancées la semaine dernière au cœur de la commune 2. L'objectif de cette entreprise est clair, encourager la population à adopter des comportements citoyens visant à nettoyer et améliorer leur cadre de vie. Agibou Koulibaly. Le ministère en charge de l'environnement est conscient que le succès de cette initiative d'assainissement dépendra de la participation quotidienne des habitants. Ceux-ci devront s'engager activement dans le ramassage des ordures dans leur quartier. Cette démarche essentielle bénéficie également du soutien de précieux partenaires. Macrowest, en tant qu'une entreprise citoyenne, c'est notre devoir, notre responsabilité de venir aider notre population. Raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Donc à chaque fois que le ministère ou bien le gouvernement ou le peuple malien a besoin de nous, nous sommes toujours disponibles pour répondre à l'appel. Le gouvernement, dans sa lutte, a s'appuyé sur la propriété, à ce que Bamako puisse être vraiment salué, débarrassé de ses ordures. Cette activité ponctuelle d'assainissement a pour vocation de stimuler l'action des autorités communales et l'engagement des populations. Elle représente un levain d'espoir pour un Bamako plus propre et plus sain. C'est pour marquer le lancement des activités de nettoiement, d'évacuation des ordures, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie, le cadre de vie des populations. C'est ce qui explique notre descente sur le terrain pour appuyer les collectivités territoriales et les populations pour que toute la population vive dans un environnement sain
L'appel à l'endroit de la population, c'est qu'elle s'implique à l'amélioration de son cadre de vie, qu'elle appuie les collectivités territoriales pour mettre vraiment tout ce qui est comme ordure sur nos axes en dehors de la ville. Après ce lancement d'assainissement en commune 2, chaque citoyen doit jouer un rôle central dans la promotion de comportements respectueux de l'environnement et dans la recherche de solutions pour un avenir durable pour tous dans le district de Bamako. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir.